Bienvenue dans cette présentation en direct pendant 50 minutes de la filière ingénieur en génie mécanique. Je vais vous présenter mes invités qui sont sur le plateau. Madame Irena Milosevic, qui est professeure dans la filière, Monsieur Jacques Richard, professeur dans la filière, et Roberto Puzzu, qui est aussi professeur et responsable de la filière. Donc nous allons co-animer cette présentation. Alors, comme nous sommes malheureusement dans l'impossibilité de vous accueillir dans nos locaux, de faire partager avec vous des démonstrations, des expériences pour vous montrer en quoi consistent les études et surtout à échanger en direct avec vous, à répondre à vos questions, nous avons ces 50 minutes à disposition. En fait, elle se déroule en deux parties. La première partie va consister en une présentation du métier d'ingénieur en génie mécanique, ensuite de la formation, les grands axes de la formation qui mènent au métier. Et ces deux éléments vont être enrichis par des témoignages d'étudiants, de diplômés et une vidéo sur des travaux pratiques, des projets réellement effectués dans la filière. Ensuite, la deuxième partie de ces 50 minutes va consister à répondre à vos questions. Donc ça va être du direct, donc la balle est dans votre camp et je vous conseille dès à présent de poster vos questions sur le chat qui se déroule sur la page internet de nos portes ouvertes pour alimenter en fait la deuxième partie et puis pour vous vraiment donner une idée, enfin répondre à vos questions et donner une idée la plus complète possible au niveau du métier et de la formation. Alors, je propose de commencer, puis de demander à Roberto Puzzu de relever le défi de nous présenter le métier en 2 minutes, 2-3 minutes. Alors, il faut tout d'abord considérer que tout objet qui nous entoure doit être conçu, doit être imaginé, doit être construit. En fait, un ingénieur en génie mécanique, ce qu'il fait, c'est qu'il s'occupe de toutes ces phases, donc à partir de la conception jusqu'à la réalisation enfin de ces objets. Et il doit tenir compte de toute une série de paramètres qui sont les conditions auxquelles cet objet sera assujetti après par la suite quand il sera utilisé. Il doit tenir compte de comment cet objet sera utilisé. Et après, une autre chose qui devient de plus en plus importante aujourd'hui, il devra tenir compte des aspects environnementaux parce que dans la construction, dans la production, un objet, il va générer une certaine quantité de pollution dans toutes les phases, dans la production, dans l'utilisation et même dans le recyclage. Aujourd'hui, un ingénieur en génie mécanique, il est confronté à ce genre de thématiques. Très bien, merci beaucoup. Donc, pour apprendre le métier d'ingénieur en génie mécanique, il faut suivre des études qui durent 3 ans. Et là, nous vous proposons en fait un PowerPoint qui résume de manière globale la formation. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci à vous déjà de suivre cette présentation virtuelle et j'espère que vous y trouverez de nombreuses informations utiles au sujet des filières de notre école. Pour notre part, nous allons vous parler de notre institution, la Haute École du Paysage d'Ingénierie et d'Architecture de Genève et plus particulièrement de la filière génie mécanique. Le champ d'action de l'ingénieur en mécanique est vaste. Il va de la conception de nouveaux produits à sa production industrielle, en passant par la gestion de systèmes énergétiques ou de l'innovation dans le domaine des énergies renouvelables. Au niveau de l'enseignement à proprement parler, on a défini 7 grands axes qui vous donneront, à l'issue de l'obtention de 180 crédits ECTS, un diplôme de bachelor. La formation, comme vous pouvez le voir, se fait à plein temps. Les axes d'enseignement du génie mécanique sont ici listés. Ils recouvrent les compétences métiers indispensables de l'ingénieur en mécanique, allant de la conception à la productique, en passant par la mécanique des fluides. À cela s'ajoutent de solides connaissances scientifiques et le développement de compétences humaines indispensables au travail en entreprise. À l'issue de la formation, les étudiants sont capables de dimensionner un système mécanique conformément à un cahier des charges en utilisant une approche analytique ou numérique dans les cas les plus complexes. L'accent est mis sur la réalisation de projets concrets, du premier coup de crayon à la fabrication et expérimentation au sein des laboratoires EPIA. L'enseignement de la production est basé sur la pratique et il est en phase avec l'actualité industrielle.
Au cours de leur cursus, les étudiants en génie mécanique acquièrent les connaissances sur l'ensemble des techniques de fabrication allant du tournage classique à l'usinage laser. Leur apprentissage leur permet de maîtriser les processus de production et de manufacturing au sens large. L'illustration vidéo illustre d'ailleurs l'intégration de la technologie laser dans la fabrication d'outils de coupe performants. L'innovation est ici au rendez-vous de techniques conventionnelles et non conventionnelles. EPIA se fait connaître dans de très nombreux domaines de pointe où sont présents la mécanique des fluides et l'énergétique. Il s'agit par exemple de l'industrie des machines, des sports, de l'hydraulique ou de l'aéronautique. Le pont Butin est très connu dans les domaines de la moto de course. Il est en effet partenaire de KTM Motorsport pour les études aérodynamiques. Il a réalisé avec les SIG une buse pour le jet d'eau de Genève qui consomme la moitié de l'énergie actuelle pour une hauteur de jet identique. L'axe de sciences de base apporte les notions de mathématiques et de physique nécessaires au reste de la formation. Cela permettra entre autres de comprendre des phénomènes variés tels que la mécanique, les vibrations ou les capteurs, en apportant une description sous la forme d'équations et en tissant des liens avec les autres représentations, schémas, CAO, simulation expérience, etc. Les cours de mathématiques visent à permettre à l'étudiant de représenter et résoudre des problèmes simples, puis, dans un second temps, de pouvoir les transposer aux différents problèmes métiers. Les cours de physique donnent les notions nécessaires à la modélisation et à la résolution des problèmes simples de physique pour des applications de l'ingénieur. Si à l'issue de cette brève présentation vous êtes intéressé par la filière en génie mécanique, nous vous présentons ici rapidement les conditions pour accéder à la formation. Sachez déjà que toutes ces informations administratives sont disponibles sur le site internet de l'EPIA. Mais dans les grandes lignes, vous devez avoir obtenu une Matu Pro ou une Matu fédérale. La Matu Pro, couplée d'un CFC dans un domaine de la mécanique, au sens large, vous donne un accès direct. Alors qu'avec une Matu gymnasiale ou une Matu Pro et un CFC d'un autre domaine d'activité, comme menuisier ou boulanger, vous devrez alors faire 10 mois de stage. Pour les autres parcours, diplôme étranger, candidat de plus de 25 ans ou encore réorientation professionnelle, nos portes sont également ouvertes. Il vous suffit simplement de déposer votre dossier qui sera analysé au cas par cas par le service des admissions pour voir les critères spécifiques que vous devrez remplir afin d'être admis. Ici, le résumé en images de ce que nous venons de vous dire avec une échelle de temps depuis la sortie de l'école obligatoire. Les perspectives professionnelles, suite à des études en génie mécanique, permettent d'envisager une intégration dans tous les secteurs de l'industrie présents dans la région lémanique et au-delà. En effet, les compétences acquises assurent de pouvoir évoluer sereinement dans des fonctions variées, aussi bien dans les startups que dans les grandes entreprises, en passant par les PME. Le groupe d'aérodynamique met au point des méthodes multidisciplinaires mélangeant simulation, essais en soufflerie à demi-échelle et en pleine échelle, ainsi que des essais sur piste. Pour ceux qui ont le désir de continuer sur une voie plus approfondie, il est aussi possible, à l'issue de vos études bachelor, de continuer sur un master, comme celui que propose la HES-SO, un master en MSE. Mais vous pouvez également faire d'autres masters en Suisse ou ailleurs. Un très grand merci pour votre attention. J'espère avoir su rendre cette présentation intéressante à vos yeux et vos oreilles. Et n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de l'école si vous voulez plus d'informations. Vous pouvez également contacter directement la filière à l'adresse mail qui s'affiche et nous serons très heureux de répondre à vos questions. Encore merci à vous. Voilà, je me permets juste avant de poursuivre de rebondir sur les deux dias consacrés aux conditions d'admission parce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que le chat, enfin la deuxième partie de la présentation qui est consacrée à la réponse à vos questions ne traitera en principe pas des conditions d'admission parce qu'elles sont souvent spécifiques et nous avons des spécialistes aujourd'hui qui répondent au téléphone en direct pour tout ce qui relève des admissions. Et ce numéro de téléphone, qui se trouve aussi sur le site internet, est le 022 546 24 50. Maintenant, repassons aux étudiants. Est-ce que vous pouvez nous dire combien il y a d'étudiants dans la filière actuellement ? Alors, dans la filière, on a une légère croissance en fait, du nombre d'étudiants. À l'heure actuelle, on a une centaine d'étudiants répartis sur les 3 degrés, avec en première année entre 30 et 40 étudiants. Merci beaucoup. Et voilà, maintenant, je propose de passer aux témoignages d'étudiants qui sont en formation ou récemment diplômés. Est-ce qu'à ce stade, avant qu'on poursuive avec les témoignages, est-ce qu'il y a, dans ce que nous avons déjà vu, entendu sur le métier, la formation, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un candidat
qui souhaitent entrer dans la filière, ou comme recommandation? Alors, toute première chose, moi j'aimerais juste présenter le fait que la HES, c'est une école qui permet d'avoir un diplôme en 3 ans. Donc en fait, après 3 ans, on peut aller directement travailler. C'est un master, c'est un bachelor qui est professionnalisant. Donc à la fin de ces 3 ans, on peut directement accéder au monde du travail. Ce que je pourrais conseiller à un étudiant qui souhaite s'inscrire chez nous, c'est tout d'abord de nous contacter pour avoir un tout petit peu plus d'informations. Je rappelle en fait qu'on a aussi des plateaux Teams qui se dérouleront à la suite de ce plateau télé et aussi dans l'après-midi. Et là, vous allez avoir affaire à des professeurs et à des assistants. On a aussi demandé à des étudiants de participer qui pourront vous donner des informations un peu plus détaillées de comment se fait la vie étudiantine à l'intérieur de l'école. Et donc, je vous encourage à venir nous voir. Moi aussi, je serai là. Jacques aussi pourra vous présenter la partie d'enseignement de l'éco-conception qui s'enseigne aussi dans la filière. Les profs de mécanique des fluides aussi seront là. Donc, vous allez pouvoir avoir une vision complète de l'enseignement de la mécanique en elle-même. Et en plus aussi des 2 options qui sont sur le site de Genève, qui sont la mécanique des fluides et l'énergétique et l'éco-conception. Du côté mécanique des fluides, je peux présenter un tout petit peu peut-être de quoi il s'agit. Il y aura des analyses qui se feront en termes énergétiques. Donc les étudiants qui décideront de s'inscrire dans cette option, ils pourront se familiariser avec la production d'énergie, pourront se familiariser avec la mécanique des fluides, l'aérodynamique, l'aéronautique, etc. Donc un peu tous ces sujets-là. Alors qu'en ce qui concerne la partie d'éco-conception, je laisse peut-être Jacques donner plus d'informations sur quels sont les sujets qui sont traités. Oui, alors justement, l'éco-conception, c'est au sens large, hein, c'est de faire un produit qui respecte l'environnement. Et puis, c'est surtout, je dirais, disons, de répondre en fait à l'attente du monde de demain, où on va devoir être notamment beaucoup plus efficient au niveau énergétique. Donc, on rejoint un petit peu la mécanique des fluides et puis le problème énergétique. Et par exemple, dans ces problèmes-là, vous avez des éoliennes, où dans une éolienne, il y a beaucoup de pièces mécaniques, il y a beaucoup à innover à ce niveau-là. Actuellement, je travaille, il y aura peut-être une présentation tout à l'heure sur un sujet avec une turbine un peu particulière pour comprimer de l'air et pour stocker de l'énergie sous forme d'air comprimé. Et là, vraiment, il y a beaucoup à innover. Et ça, c'est de la mécanique. Donc, c'est vraiment le truc qui est intéressant, c'est qu'il y a dans le métier mécanique, il y a beaucoup à inventer actuellement. Et je pourrais dire que l'industrie suisse est vraiment demanderesse, je dirais, de nouveaux talents, d'inventions, etc. Et c'est vraiment la force de la Suisse d'être justement au cœur, je dirais, de l'innovation. Très bien, merci beaucoup. Écoutez, comme le problème technique est en cours de résolution, je propose qu'on lance déjà, parce qu'il y a déjà des questions qui arrivent sur le chat. Donc, je vais déjà vous poser une première question, peut-être pour Madame Milosevic. Est-ce qu'il y a de la place pour la créativité en génie mécanique ? Alors oui, tout à fait. Ce qu'on demande aux étudiants, c'est non seulement de savoir faire des calculs, de savoir concevoir un produit, mais également on leur demande d'avoir une certaine créativité au point de vue de la conception. Donc on a des projets de conception où on essaye d'avoir des designs particuliers en relation avec les techniques de fabrication actuelles comme l'impression 3D, etc. Donc oui, en effet, on demande de la créativité aussi aux étudiants, mais aussi beaucoup d'autonomie et à la fin de leur cursus, être capable de concevoir un produit du début à la fin, en effet. Merci beaucoup. Arnaud nous demande quelle est la proportion des étudiants qui vont en master après le bachelor ? Alors, des chiffres exacts, là pour le moment, je ne les ai pas en tête, mais comme ça, en me basant sur les étudiants que j'ai eu en projet qui sont passés au master, je dirais qu'il y a un tiers, peut-être pas plus que moitié des étudiants qui continuent sur la voie master. Il y a en tout cas une proportion d'étudiants qui continuent sur le MSE, il y a une proportion aussi d'étudiants qui continuent sur des masters étrangers, dont je ne suis pas toujours au courant.
Donc voilà, mais je trouve que c'est vraiment une bonne proportion parce que ça permet de mettre en avant le fait qu'effectivement le bachelor permet à ces étudiants d'aller travailler. Donc il y a au moins 50% de cette population étudiantine qui travaille directement après le bachelor. Merci beaucoup. Alors, en principe, le problème technique étant résolu, nous allons relancer la vidéo sur les témoignages d'étudiants et de diplômés. Bonjour, je m'appelle Jules, j'ai 24 ans et je suis étudiant en génie mécanique en 3e année à l'EPIA à Genève. J'ai d'abord fait une matu fédérale en option maths physique. Ensuite, je suis allé 2 ans à l'EPFL en génie mécanique où là j'ai fait 2 fois la première année, j'ai malheureusement échoué. Et ensuite, je suis venu à EPIA. La voie HES, ce qui m'a motivé, déjà c'est le bien qu'on en disait, parce qu'on m'en a dit beaucoup de bien. Et c'est tout l'aspect très pratique, assez vite dans le concret, les petites classes, le rapport assez direct avec les profs. On a des cours théoriques, donc ça va aller des maths physiques jusqu'à des matières qui sont un peu plus typées ingénieurs comme les matériaux. Après on va faire des analyses, des cours sur des analyses numériques, des choses comme ça. Et on a aussi tout un aspect laboratoire où là on fait vraiment des cas concrets, des exemples, on construit des petits trucs, on fait un peu de code. Et là ce qui est cool, c'est le rapport encore vraiment direct avec les profs et surtout les assistants qui nous aident pas mal. Moi là il y a 2 projets qui me viennent en tête. Il y a d'abord le premier projet en première année. Donc là c'est assez fun parce que c'est vraiment le premier projet, on crée des équipes de 4 et on doit construire un petit robot qui doit effectuer un parcours, ça change un peu chaque année. Et là c'est cool parce qu'on touche un peu à tout et il y a l'esprit d'équipe et à la fin il y a une petite compétition, donc c'est assez drôle. Et après il y a le projet de semestre et projet de bachelor en 3e année où là je suis en plein dedans. Et là c'est cool parce que là c'est un projet un peu plus sérieux, on a une vraie responsabilité, soit envers une entreprise ou envers un prof ou envers une équipe. Donc c'est assez gratifiant et ça nous permet d'apprendre beaucoup de choses. Alors moi j'aimerais aller faire un master en Angleterre, à Southampton, un master en architecture navale. C'est vraiment, moi j'en suis très content, c'est vraiment une super formation et on apprend vraiment beaucoup de choses et dans un cadre assez exceptionnel avec les profs. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sébastien, j'ai 26 ans et j'ai terminé mon bachelor en génie mécanique au mois de septembre 2020. Donc j'ai fait d'abord le collège avec une matu que j'ai pas terminée. Ensuite, apprentissage d'automaticien à plein temps avec la maturité professionnelle intégrée. Et puis ensuite, le bachelor à EPIA en génie mécanique. Non, pour moi c'était assez naturel comme choix parce que j'ai eu le temps de réfléchir à ce que je voulais faire en fait au collège surtout. Et puis ouais, j'avais vraiment envie de pousser mes études et puis de quand même avoir un peu plus qu'un CFC. Donc non, c'était vite décidé. Ouais, donc première année c'est un tronc commun avec pas mal de théories, avec des maths, de la physique, pas forcément le plus drôle, mais il y a aussi pas mal de projets, dont projet découverte qui permet de vraiment découvrir un peu comment on travaille et tout. Et puis ensuite, 2e et 3e année, là c'est vraiment des cours théoriques avec des labos qui vont avec, qui permettent de connecter tout ça ensemble. Et ça, c'est super intéressant. Le projet de bachelor, c'est encore tout frais. C'est génial en fait. Bah ouais, parce que justement, ça permet de vraiment mettre en pratique tout ce qu'on a appris, d'appliquer toutes les méthodes qui nous ont été enseignées aussi. Et puis ça fait qu'on se rend vraiment compte du parcours qu'on a fait jusque-là en fait, puis de quelle capacité on a acquéri aussi, et ça c'est vraiment cool quoi. Ouais, du coup j'ai commencé à chercher tout de suite après le bachelor au mois de septembre et 2 mois et demi après j'ai eu un entretien
Et j'ai commencé au mois de janvier là, chez Rolex, et puis ça s'est vite passé, ça se passe bien, donc c'est plutôt agréable. Je m'appelle Alexander Chan et je travaille pour la société Georg Fischer Machine Solutions. Nous sommes basés à Genève où nous faisons la conception et le développement des machines-outils laser multi-axes qui sont utilisées dans l'industrie pour le marquage et gravage des pièces, par exemple. Je suis directement rattaché au département de recherche et développement, à l'équipe mécanique, en qualité d'ingénieur en conception mécanique. Le descriptif de mon poste, c'est basiquement faire la conception des pièces et des sous-ensembles mécaniques qui, par la suite, seront intégrés dans nos différentes machines. Et également la validation et le suivi des tests et des prototypes. De ce fait-là, une journée type pour moi, c'est réparti en 80% de mon temps consacré à la conception des pièces mécaniques à l'aide d'un logiciel de CAO, et le temps restant c'est distribué dans des tâches plus administratives comme la gestion des projets, avancement des projets, le suivi des commandes lorsqu'on a à valider un prototype, par exemple. Dans mon métier, il est important, en toute évidence, d'avoir des bonnes compétences en CAO, mais également des bonnes connaissances en sciences des matériaux afin de pouvoir déterminer quelle est la bonne matière, le bon matériau pour la bonne application. De ce fait-là, il est aussi important d'avoir des bonnes compétences en RESMAT afin de pouvoir prévoir le comportement des différentes pièces dans les différents cas de charge, et des bonnes bases en éléments des machines, en dimensionnement des pièces. Et étant donné qu'il travaille aussi dans le domaine du laser, il est important d'avoir des notions en optique. Il est souhaitable aussi avoir des bonnes compétences en simulation numérique. Toutes ces différentes compétences sont bien encadrées dans le cas du bachelor, de la formation bachelor en génie mécanique à EPIA, dont je me suis diplômé en 2015. Le bachelor, de la formation bachelor en génie mécanique à EPIA. Nous allons enchaîner directement avec la présentation aussi par vidéo de travaux, des travaux pratiques qui sont menés dans la filière génie mécanique. Je vous invite à venir visiter un laboratoire du génie mécanique de EPIA. En filière de génie mécanique, on a beaucoup de laboratoires. Alors ici, on est à la soufflerie du Pont-Butin, qui est un laboratoire de mécanique des fluides et d'aérodynamique de EPIA. Donc il y a une première partie ici où il y a un peu les ingénieurs et puis aussi un petit peu les étudiants qui fréquentent. Alors on développe tout ce qui est pour la mécanique, partout où il y a des fluides. Ça peut être n'importe quel fluide, de l'air, de l'eau ou autre chose. Ici, on peut voir quelques projets qu'on a faits, par exemple des radiateurs. On a optimisé des systèmes de refroidissement, d'installation électrique. Ici, vous voyez des ailes qui ont été développées pour une moto. Je voulais vous montrer un travail typique d'un étudiant chez nous qui a développé un système de remplissage pour des motos d'endurance, qui font le championnat du monde d'endurance. C'est un système qui permet de remplir le réservoir quand ils font le plein en service, et donc c'est un système gravitationnel, il est plein d'essence. Puis ensuite on vient avec ça, on le pose sur la moto, et puis on remplit la moto, donc le liquide coule et il ressort. On a gagné 1 seconde sur 4 secondes, ce qui est beaucoup. Et donc il a conçu ça, l'étudiant, et ensuite on l'a réalisé, c'est l'objet final qui sera utilisé par l'équipe. Alors ça, ce sont nos imprimantes 3D qui nous permettent de produire des pièces pour aller en soufflerie, pour faire des maquettes. Et faire les maquettes, c'est plus reproductible souvent que d'avoir la vraie personne dans la soufflerie. Et puis d'avoir un objet qui est un peu plus petit, plus adapté à la taille de notre soufflerie. Ça, c'est un projet que j'ai réalisé entièrement avec les étudiants, qui est une buse pour le jet d'eau de Genève qui consomme moins.
Et donc le banc d'essai et puis la buse est développé par les étudiants. Alors ici, vous êtes vraiment dans la soufflerie, ça fait à peu près un tiers du tunnel. Donc en fait, c'est une installation dans laquelle on fait un écoulement d'air, on va autour d'un corps et puis on peut étudier l'aérodynamique de ce corps. Donc on a un support avec des balances qui permettent de mesurer des forces et on pose l'objet qui sera dans l'écoulement sur ces balances et on mesure des forces. Il y a essentiellement des skieurs, des motos, des motards et puis des cyclistes. On a eu Romain Bardet par exemple. Le reste, c'est beaucoup des motards. Ben Snyder, Cardus. Et puis ici, c'est la cabine où les ingénieurs s'installent pour faire des essais. Là, vous avez ici la section d'essai dans laquelle l'objet est installé. Et puis sur les écrans, ici, on voit les valeurs de force, ici en bas, qui agissent sur la moto, donc en X, en Y, en Z, et puis les moments autour de chaque axe. Alors en génie mécanique, on peut apprendre à optimiser des formes, à développer des produits, à les optimiser, pour toujours répondre à une application précise. On a beaucoup de projets avec des essais en soufflerie, donc ça peut être soit sur des motos, soit sur des avions, des bateaux ou carrément des outils industriels. Typiquement ici sur une moto, c'est pour réduire la traînée et donc aller plus vite en ligne droite sur circuit. Dans d'autres applications, on cherche du refroidissement ou de la stabilité, ça dépend de l'application. Une autre chose qu'on apprend en génie mécanique, c'est à faire des programmes d'acquisition pour justement récupérer toutes ces valeurs de force, de température, de pression qu'on a dans la soufflerie et les retranscrire à l'écran et sur papier. Alors ici, on est au laboratoire d'hydro et d'aéro. Nous travaillons sur la mécanique des fluides en général. On a eu l'idée finalement de digitaliser la soufflerie. Au lieu d'avoir un seul gros ventilateur, pourquoi ne pas implémenter des dizaines, des centaines, voire des milliers de ventilateurs. Avec chacun de ces ventilateurs agissant comme un pixel, on peut les activer individuellement et du coup on peut en fait générer n'importe quelle famille de vent. Du coup, si je mets un appareil qui peut être un petit drone mais également un taxi volant, je saurai exactement dans des conditions répétables et contrôlées comment se comporte le vent et comment se comporte le drone alors dans ces situations. Cet instrument a été inventé, développé par des étudiants de notre école qui ont ensuite décidé d'ouvrir une entreprise qui s'appelle Windshape et ils ont réussi à commercialiser cette soufflerie. Et cette soufflerie a été vendue de partout dans le monde et à l'avenir, toutes les instances de certification utiliseront cet instrument pour vous dire si vous avez le droit ou pas d'utiliser un drone dans certaines conditions de météo. Alors ce que j'ai aimé dans mon cursus à l'EPIA, c'est qu'on a quand même cette liberté de mettre en place des projets assez conséquents alors qu'on est encore au début de notre cursus scolaire. Alors mon projet c'est un robot et le but du projet c'était donc de caractériser les écoulements pour être sûr qu'à une distance donnée on retrouvait bien la donnée qu'on avait donnée à la soufflerie. Au début je faisais mes mesures moi-même à la main et à partir d'un certain moment on s'est quand même dit que c'était plus intéressant d'automatiser le tout et de pouvoir juste appuyer sur un bouton et lancer le robot. Donc j'ai mis en place un robot avec de la récup de tout ce qu'il y avait dans le labo et on a pu voir qu'on arrivait à caractériser des écoulements divers et donc avoir des résultats pour Windshape. Nous, on travaille sur le stockage d'énergie. En génie mécanique, on est très sensible à, disons, l'éco-conception, c'est-à-dire faire des produits qui, dans le futur, seront efficients au niveau environnement. Tous les aspects énergétiques sont très importants. Alors, justement, avec un étudiant, on a travaillé sur l'idée de stocker de l'énergie sous forme de gaz d'air comprimé dans des ballons qui seraient maintenus au fond des lacs. À partir de ce travail, on a aussi cherché des solutions pour être efficace au niveau compression, détente de ce gaz. Et là, on a actuellement des travaux qu'on propose à des étudiants. Et puis un autre travail qu'on a fait avec un étudiant tout récemment, qui a fait son diplôme l'année passée. Il a travaillé sur le comment accrocher ces ballons au fond du lac, parce qu'il faut bien s'imaginer qu'on va travailler des profondeurs de 200 mètres, voire plus. Donc il faut trouver des solutions robustes pour accrocher ces fameux ballons au fond du lac. En fait, ce qu'on voit, c'est que la conception ou l'éco-conception, elles permettent de mettre le doigt sur des problématiques, sur des produits nouveaux à développer. Et puis ensuite, ça fournit aussi d'une part une motivation
de créer, d'innover pour résoudre des problèmes qui sont, où la mécanique trouve sa place. Très bien, voilà, donc vous avez eu des illustrations très réelles, pratiques de ce qui se passe durant la formation. Donc maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de cette présentation en direct, c'est-à-dire à vos questions. Donc là, j'ai une première question qui découle d'ailleurs un petit peu de ce que nous venons de voir. Tony nous demande, est-ce qu'il y a des projets de groupe pendant l'année ? Alors, tout d'abord, il y a un premier projet de groupe en première année. Donc, c'est celui qu'on appelle le projet découverte. Donc, dans ce premier projet de groupe, on prend des équipes d'étudiants. Alors, d'habitude, on essaie de faire en sorte que ces équipes soient pas simplement définies par les étudiants eux-mêmes, mais on essaie de prendre des étudiants qui ont des potentiels différents et de les mettre ensemble, différents dans le sens des capacités différentes. Pas une question de niveau de bon ou de mauvais étudiants. C'est vraiment une question de potentiel dans la communication, dans la partie de conception mécanique, plutôt dans la partie de conception électrique. On les met ensemble et on leur donne un cahier des charges. Et ce cahier des charges, ça peut être quelque chose de très simple, comme transporter de l'eau sans en perdre. Et à la fin de l'année, les étudiants ils doivent être capables de construire, ils doivent avoir construit une machine qui fait ça, qui fait le métier qu'on lui a demandé. Et au passage, en fin d'année, on fait un concours entre ces différents robots, donc ils doivent arriver fonctionnels à la fin. Et il y a des prix qui sont donnés à ceux qui arrivent à mieux remplir le cahier des charges qui est demandé. Donc ça c'est déjà une première année. Deuxième année en plus, on a un deuxième projet, en plus bien sûr des laboratoires. Donc on a un deuxième projet dans lequel, c'est le projet de conception et de fabrication. Donc la première partie du semestre, le premier semestre, les étudiants doivent concevoir. Donc je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Irena, sur la créativité. Ils doivent créer quelque chose de nouveau, ils doivent imaginer des solutions techniques qui permettent effectivement d'obtenir ce qu'ils veulent faire. Et deuxième partie de l'année, ils doivent construire. Donc, ils doivent commencer à mettre ensemble les plans d'atelier, discuter avec l'atelier, faire les usinages. Partiellement, c'est eux-mêmes qui font ces usinages. Et à la fin de l'année, on fait un événement festif. Alors, cette année, c'était un peu difficile, on n'a pas pu le faire. Mais quand on peut, on fait un événement festif dans lequel ces étudiants ils peuvent présenter au public leur machine. Donc là, de nouveau, il y a le côté réalisation. Ce n'est pas simplement de l'étude. C'est de la mise en place. Et je rappelle des étudiants qui m'ont dit lors de la présentation, écoutez monsieur, les 2 dernières semaines, c'est les semaines où j'ai vraiment le plus travaillé, dans le sens ils avaient travaillé le jour, la nuit, parce que vraiment ils voulaient mettre en place leur outil et ils voulaient pouvoir le défendre, ils voulaient être fiers de ce qu'ils allaient montrer aux autres personnes. Et donc, dans cette finalisation, je pense que reste le métier du génie mécanique, dans le sens où ce n'est pas simplement de faire un design, mais de se rendre compte qu'enfin, une fois qu'on a fini de faire le design, il y a encore un gros travail de mise en service pour faire que l'objet fonctionne et qu'il puisse en fait satisfaire le besoin pour lequel il est fait. Merci Roberto. Kevin nous demande, quelle est la différence entre une HES et puis une formation EPFL, enfin au niveau École Polytechnique Fédérale. Je peux prendre. Alors bon, c'est vrai que en fait la voie HES, c'est la voie professionnalisante. Donc c'est ça qui fait la grosse différence. Donc en principe, c'est aussi dans les conditions d'admission, on demande que les étudiants aient eu une expérience pratique. Et donc, en gros, on commence par expérimenter et ensuite on essaie de mettre la théorie dessus. Alors que peut-être une approche plus académique ferait l'inverse. On fait d'abord la théorie, puis ensuite on fait la pratique. Donc mais sinon, ensuite, dans la vie pratique, je dirais que les deux options sont très appréciées par les industriels. Il faut vraiment les deux. Alors Arnaud nous dit, j'ai vu qu'il fallait choisir des options, éco-ingénierie des matériaux ou mécanique des fluides. Pouvez-vous décrire ces options? Donc c'est vrai qu'elles ont été un peu décrites déjà dans les vidéos. Quand est-il nécessaire de faire cela? En première année ou plus tard? En fait, là, je peux répondre peut-être. En première année, un étudiant qui s'inscrit en génie mécanique, il a en fait encore le droit de choisir entre la filière génie mécanique et la filière microtechnique. Donc on a un tronc commun. Donc déjà, ça
c'est un non-choix, entre guillemets, un choix qu'on n'est pas obligé à faire depuis le départ. Fin de première année, on fait circuler un formulaire dans lequel l'étudiant peut choisir quelle est l'orientation qu'il veut prendre. À la fin de la deuxième année, similairement, en fait, on fait tourner un formulaire dans lequel on demande aux étudiants de se prononcer sur quelle est l'option qu'ils vont pouvoir choisir. Et avant de faire circuler ce formulaire, on fait une présentation aux étudiants. Il y a d'habitude un prof de l'option mécanique des fluides, un prof de l'option éco-conception qui sont présents. Et on demande aussi à des étudiants des deux options de participer. De cette façon, on a la possibilité de prendre un choix. Tout d'abord parce qu'on a passé quand même 2 ans en discutant avec les gens, en rencontrant les profs, et aussi en pouvant discuter en direct vraiment du sujet avec du personnel et des étudiants qui sont sur place. Merci. Alexandre nous demande, existe-t-il des possibilités d'Erasmus ? Alors oui, il existe des possibilités d'Erasmus. Peut-être pas dès la première année, il me semble, mais à partir du moment où on a un souhait, il faut se rapprocher des professeurs et en parler, tout simplement. Mais on accueille des Erasmus et je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de cas d'Erasmus de nos étudiants qui partaient. Nos étudiants, on en a eu beaucoup qui sont allés faire des projets à l'étranger, donc en troisième année. On n'a pas réussi à faire des cours, donc ce n'est pas quelque chose à laquelle on est fermé, mais ce n'est pas évident. Mais en termes de projet, on a eu des Erasmus qui sont partis en Suède, qui sont partis aux États-Unis, qui sont partis au Canada, qui sont partis en Italie. Donc c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement. Au niveau des projets en troisième année, en fait. Oui, je profite d'ailleurs de préciser que nous avons un service des relations internationales à EPIA qui soutient les filières et les étudiants dans leur souhait de partir à l'étranger. Linda s'inquiète de savoir s'il y a un taux d'échec élevé en première année. Alors, on a un taux d'échec qui est autour des 10-15% d'après mes chiffres. J'aimerais quand même, en tout cas, dire juste une chose. On essaye de mettre en place des soutiens pour les étudiants qui ont des difficultés. Tout d'abord, des travaux dirigés qui se font directement avec les enseignants qui enseignent les cours un peu plus complexes, un peu plus difficiles. En plus, régulièrement, quand on a des étudiants qui ont des difficultés particulières, on a mis en place des soutiens qui se font par des assistants. Donc, on essaie de faire en sorte de donner la capacité à ces étudiants d'arriver à franchir le but d'obtenir le diplôme. Et cette année un peu particulière, en fait, on est en train de mettre en place en plus un soutien qui se fera par des troisième années, donc des étudiants de troisième année qui vont aider les étudiants de première année avec ces branches de base. Notre but, ce n'est pas du tout d'augmenter le taux d'échec. Notre but, ce n'est pas du tout de sélectionner des gens et donc en fait de mettre dehors des personnes. Nous, on aimerait que le 100% des étudiants puissent arriver à la fin des études. Ce n'est pas pour cela qu'on baisse le niveau si jamais un étudiant n'arrive pas à atteindre un certain seuil, mais on met en place tous les moyens pour faire en sorte que les étudiants puissent arriver enfin à la fin de leurs études. Très bien, merci beaucoup. Fabien nous demande quels sont les liens avec les entreprises pendant la formation. C'est vrai, là aussi, on a eu des illustrations dans les vidéos, mais est-ce que vous souhaitez en dire encore quelques mots ? Alors, en général, on essaye de proposer des projets de bachelor en troisième année en lien avec les entreprises. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que nous, en tant que profs, on a beaucoup de liens avec les entreprises qui aident justement de proposer ce type de projet. Donc, en général, c'est surtout en troisième année qu'on va travailler avec l'entreprise, mais même pendant les cours, que ce soit théorique ou pratique, on essaye quand même de relier ce qu'on est en train de dire en cours avec des cas réels qu'on a connus en entreprise, parce que à peu près tous les profs de la HES ont eu une expérience en entreprise qui leur permettent également de témoigner de leurs propres expériences. Donc on essaie vraiment de relier ça avec les cours. Je rebondis aussi sur la question. En fait, bien sûr, il y a toute la partie de projet qui est importante en ça, mais on a aussi un certain nombre de vacataires qui interviennent, qui effectivement permettent d'enseigner ce qui se fait vraiment dans l'industrie. Et cette année, notamment avec Irena, on a décidé de mettre en place un enseignement dans lequel on a demandé en troisième année à des industriels de venir nous présenter comment les matériaux sont perçus, utilisés, valorisés au sein de différentes entreprises. Et là, c'était à mon avis un vrai succès parce que ça a permis tout en premier à des industriels d'échanger avec les étudiants et d'échanger aussi entre eux et aux étudiants de voir vraiment les domaines d'application, les ressentis des industriels vis-à-vis de cette matière qui est très importante.
Et j'aimerais juste ajouter, c'est que ça a permis également de créer un lien également des étudiants avec les industries. Donc c'était peut-être la première fois dans leur cursus qu'ils parlaient directement avec les personnes qui faisaient des recherches en industrie, qui produisaient des produits, etc. Donc c'était vraiment très intéressant de ce côté-là. C'est un enseignement qui a été très apprécié finalement, vu qu'on avait vraiment des témoignages réels. Que par les industriels aussi. Tout à fait, tout à fait. Même les industriels, ils ont accepté de revenir les années suivantes, etc. Donc c'était quelque chose de très intéressant. Merci beaucoup. Luca nous demande quelle est la différence entre la formation dispensée ici à EPIA, à Genève, et celle de la filière système industriel orientée en conception mécanique de la Haute École d'ingénieurs et de gestion d'Yverdon. Alors je peux simplifier un peu la chose en disant qu'un ingénieur en génie mécanique, il conçoit une machine dans le sens où ça peut être une machine thermique, ça peut être une turbine, ça peut être un moteur, ça peut être un objet, ce genre de choses. Et donc en fait, on a décidé de mettre en place un enseignement dans lequel la thermodynamique, la mécanique des fluides ont vraiment une place très importante. Et dans le plan d'études, on a décidé vraiment de mettre beaucoup de crédits ECTS pour vraiment donner un premier plan à tout ça. Alors je connais un peu la formation de l'école d'Yverdon, donc je ne peux pas me prononcer de façon très complète, donc j'encourage en tout cas Lucas à demander aussi en particulier à Yverdon de quelques détails. Mais d'après mes discussions que j'ai eues avec ces enseignants, la formation qui se fait à Yverdon, c'est plutôt effectivement sur des systèmes industriels, donc sur la conception de systèmes qui sont liés à l'industrie, donc à des chaînes de production, aussi à à l'aspect plutôt conception de la chose, en laissant un tout petit peu de côté l'aspect énergétique et l'aspect mécanique des fluides. Louis nous demande, comme on a discuté du lien avec les entreprises, est-ce qu'il est possible de faire une formation en alternance ? Une formation en alternance duale telle qu'on la trouve dans les CFC aujourd'hui à Genève n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler en parallèle aux études. En fait, déjà au départ, lorsqu'un étudiant s'inscrit chez nous, il a 3 semaines de temps, en discutant avec moi, en tout cas avec le chef de filière, il peut décider de se désinscrire de certains modules de façon à libérer du temps. Et de cette façon, il va pouvoir avoir du temps à dédier effectivement éventuellement à un travail à côté. Mais c'est vrai que l'horaire aujourd'hui, comme il est fait, il ne permet pas d'avoir, je ne sais pas, le jeudi et le vendredi libre de façon à pouvoir se consacrer vraiment à une ou à une autre activité. Oui, donc la formation est vraiment conçue pour être plutôt suivie à plein temps. Oui. Mais on a quand même des étudiants qui travaillent au milieu. Est-ce que le bachelor en génie mécanique, il est reconnu à l'étranger ? Alors oui, il est reconnu à l'étranger. On essaie juste en fait de se dispatcher un peu les questions. Oui, il est reconnu à l'étranger. Nous avons régulièrement des étudiants qui partent faire des masters au Canada, où on a vu par exemple, il y avait un étudiant qui disait qu'il est intéressé à faire un master en Angleterre. On a déjà eu beaucoup de nos étudiants qui sont partis à Southampton à faire un master, ou bien à l'école polytechnique de Lausanne, ou à l'école polytechnique de Montréal. Donc c'est quelque chose qui peut se faire assez régulièrement. Voilà, donc les crédits SCTS maintenant, depuis la réforme de Bologne, sont bien définis, sont bien compris. Et donc à partir du moment où on a un bachelor, ça a une signification de bachelor. Et voilà, et c'est assez simple. Bonne reconnaissance, ouais. Alors, comme nous arrivons bientôt à la fin de la présentation, je pense que ce sera la dernière question. J'ai Tony qui nous demande, est-ce qu'un Français qui sort fraîchement du bac peut réussir sa première année en fait sans avoir à faire une remise à niveau. Alors c'est vrai que c'est une question concernant les admissions, mais je sais que nous avons pas mal d'étudiants français en fait, donc je la pose quand même ici. Alors, ce n'est pas une question de niveau, hein, c'est une question de compétences demandées au départ, dans le sens où
on a une formation qui est très axée sur la pratique. Et donc, on a besoin d'avoir des étudiants qui ont déjà touché à la pratique. Donc, en fait, ils sont sensibilisés à certains thèmes liés à l'usinage, liés à l'assemblage, etc. Et donc, c'est la raison au passage pour laquelle on demande un stage. C'est pour permettre à ces étudiants de venir dans notre école sans devoir leur expliquer ce que c'est qu'une clavette, ce que c'est qu'un roulement, etc. Donc, c'est plutôt à ce niveau-là. Donc c'est plutôt une direction de compétences, parce que sinon on a des difficultés au sein de la filière à devoir enseigner des sujets en devant toujours repartir un peu de zéro. Donc ça nous donne un peu ce genre de difficultés. Donc c'est la raison pour laquelle pour les étudiants qui viennent de l'étranger, par exemple de France, on demande régulièrement cette année de stage, mais je saisis quand même l'occasion pour dire que toutes les formations françaises ne demandent pas forcément un stage. Certaines formations françaises permettent d'accéder sans le stage. Donc là, de nouveau, je vous demande de demander au bureau des admissions. Et certaines formations permettent même d'arriver directement en deuxième année. Donc c'est pour ça, référez-vous au bureau des admissions et ils vont pouvoir vous répondre de façon beaucoup plus complète que ça. Alors, en fait, ça a été l'avant-dernière question, parce que j'en ai encore une qui est assez courte. Aline nous demande à quel salaire peut prétendre une jeune diplômée. Ça dépend vraiment. Juste après le diplôme, donc jeune diplômé, on peut dire à peu près 70 000 francs par an, je dirais, 70 000 ou 80 000, oui, c'est ça. C'est à peu près ça. Après, ça évolue en fonction des années d'expérience. Bien sûr, puis ces entreprises. Et puis on nous demande encore, les cours se font-ils tous en français? Oui. Ça peut être rassurant. C'était un choix. Alors en fait, c'est un oui. C'était un choix aussi. On a discuté passablement de pouvoir dispenser une partie des cours en anglais. Enfin, on a décidé qu'au niveau de bachelor, c'est important de donner la terminologie. Les étudiants qui terminent leur formation ici vont principalement travailler dans le bassin, en tout cas francophone. Et donc, alors, on met quand même une énergie dedans pour donner aussi la nomenclature anglaise, etc. Donc, on demande aux étudiants de faire des cours d'anglais, notamment en première année. Donc, c'est quelque chose de très important pour nous, cet aspect-là. Mais l'enseignement en lui-même se fait en français. Ben voilà, merci infiniment. Moi, je remercie nos invités d'avoir animé ce plateau en direct. Nous nous excusons encore pour les petits problèmes techniques qu'il y a eu, mais enfin, ça, c'est les impératifs du direct. Alors, je me permets donc juste de rappeler que cette séquence a été enregistrée, donc elle peut être rediffusée en replay sur la page internet de la filière. Et puis, je rappelle aussi surtout les visio-discussions qui se font en parallèle, puisqu'il y en a 4 pour la filière. Alors, il y en a peut-être déjà une qui est passée, je ne sais pas. Il y en a encore 4 ou bien... Ah, encore 3, très bien. Vraiment, n'hésitez pas, parce que là, c'est des questions qui peuvent vraiment être approfondies ici, qui peuvent être approfondies, puisque là, maintenant, nous étions en fait bloqués par le temps. Voilà, merci. Et puis, nous nous retrouvons dans 10 minutes pour poursuivre avec la filière microtechnique. Merci beaucoup. Merci.